Donc, le langage, je vous ai mis ici un article assez récent des vulgarisations scientifiques et qui dit que le langage est l'échafaudage de la pensée. En fait, on va voir que ceci est vraiment vrai dans le développement, car le langage va aider le développement cognitif global chez l'enfant, va aider, hein, ce n'est pas une condition sine qua non, mais aide le développement de toutes les autres compétences, notamment par exemple les acquisitions mathématiques. On sait que si le langage n'est pas développé, d'autres types d'acquisitions peuvent être ralenties ou en déficit et va être par exemple fondamentale pour des compétences telles que la capacité de théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à comprendre l'état des mentalisations d'autrui. Ceci est vrai pour le développement, c'est moins vrai pour l'âge adulte, c'est-à-dire que pendant le développement, le langage va aider à construire le reste de la cognition, tandis que il y a quelqu'un à admettre, tandis que à l'âge adulte, une fois que le langage a servi d'échafaudage pour le reste de la cognition, les différentes compétences cognitives vont être de plus en plus autonomes. C'est pourquoi à l'âge adulte, un déficit du langage ne va pas induire la perte de compétences mathématiques ou autres. C'est-à-dire qu'il y a une certaine indépendance, tandis que dans le développement, il n'y a pas cette indépendance entre les différents domaines de la cognition. Le langage est un phénomène qui est assez complexe, comme d'autres phénomènes de la cognition, mais il est relativement complexe et assez extraordinaire parce que très rapidement, le langage devient fonctionnel. Et ce même, par exemple, avant que l'enfant il soit capable de se faire les lacets. Comme par exemple, donc, avant même de s'attacher les lacets, l'enfant est capable de communiquer, d'exprimer ses sentiments et voire même des fois de lire quelques mots. Donc, c'est assez extraordinaire, c'est assez miraculeux. Et cette émergence du langage fonctionnel si précocement est l'interaction des différents facteurs. C'est des facteurs biologiques qui implique également ce qu'on appelle des facteurs génétiques, un codage génétique, mais aussi, on va le voir, non seulement au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de l'espèce, des facteurs cognitifs et des facteurs également environnementaux. C'est-à-dire trois facteurs qui vont être toujours en interaction et qui vont faire que cette possibilité de cette émergence du langage si précocement et si élaborée. Si vous discutez avec un enfant de 4 ans, 5 ans, vous pouvez arriver à philosopher avec lui. Il a une utilisation du langage assez impressionnante et il y a énormément de compétences qu'il n'a pas encore acquis, c'est-à-dire que le langage est extrêmement fonctionnel très précocement. Donc, le développement du langage, ces interactions entre ces différents facteurs est quelque chose qui va nous régir, qui va régir le développement et notamment le développement du langage. Et le langage a cette capacité qui va se développer pendant toute la vie. On va le voir. Donc, avant de commencer sur vraiment qu'est-ce que les différentes étapes, donc, avant cela, en fait, il est important qu'on fasse la distinction entre différentes terminologies que souvent on va utiliser comme des synonymes, mais qui ne le sont pas. On va souvent utiliser langage, parole, communication comme étant les mêmes, reflétant les mêmes concepts, mais en fait, ce sont des concepts très différents. Le langage, c'est vraiment cette capacité qu'on a de manipuler des symboles, des signes qui sont abstraits, qui va nous permettre une capacité de manipulation de nos pensées, de nos connaissances, qui va nous permettre donc d'avoir des représentations
qui va nous permettre de comprendre et utiliser différents symboles pour transmettre des informations et va impliquer donc ce qu'on appelle l'utilisation d'un code. D'accord? Donc, de fait, il est donc plus abstrait qu'est-ce qu'on peut entendre par la parole, qui quant à elle va faire référence à la production des sons vocaux. Même si la parole, on peut la concevoir comme étant multimodale, elle fait vraiment référence à ces sons vocaux, à l'oralisation du langage. D'accord? Et donc, il est important donc, de ces faits de faire la distinction. Donc, on va voir le langage parlé, donc ça va être la parole. Il y a le langage écrit. Donc, le langage, on peut avoir une perte de la parole sans avoir une perte du langage, un déficit du langage. Et de même, on peut avoir des déficits du langage écrit, de la lecture sans forcément avoir un déficit de la parole. C'est pourquoi il est important de faire cette distinction. Et qu'est-ce qu'on entend par communication? Par communication, on va entendre l'ensemble des moyens qui sont verbaux et non verbaux, c'est-à-dire qu'on ne communique pas uniquement par la parole, on va pouvoir communiquer par des gestes, par des regards, par le corps, etc. On est très habile, l'être humain est très habile pour comprendre tous ces gestes non verbaux qui font la communication, qui vont nous permettre de déterminer si quelqu'un est d'accord et pas d'accord, content, pas content, triste ou content. Donc, la communication va impliquer des connaissances des relations sociales entre les différents locuteurs, les usagers du langage. La communication est aussi dépendante des usages culturels, c'est-à-dire qu'on va communiquer différemment, on va se positionner où c'est le corps, le regard, la façon de parler, les gestes sont différents en fonction de la culture. Moi, je suis bien de l'Amérique latine, donc je parle très avec les mains, etc., alors qu'un Français, il va parler beaucoup plus comme ça. Donc, il y a des indices culturels qui vont être tentés dans cette communication. Va nous permettre également d'interpréter autrui, car en fonction des cultures, ce sont différentes les manifestations des communications. Et la compétence en fait de communication va être en lien avec ce qu'on appelle la pragmatique du langage, c'est-à-dire l'utilisation dans un contexte social donné, qui va englober non seulement les aspects langagières, mais également les aspects non langagières, c'est-à-dire être en mesure d'appliquer le langage à bon escient en connaissance du contexte social. Par exemple, quand je communique avec mon patron, par exemple, je ne veux pas communiquer de la même façon que je vais communiquer avec un ami ou avec mes enfants. Donc, bien faire la différence entre ces différentes définitions, ces différents concepts qu'on utilise souvent comme des synonymes, mais ils ne sont pas des synonymes, ils sont une spécification, une définition assez précise. Et pour la langue, madame? Oui. Je n'ai pas entendu. Il y avait une question? Oui, je parle de la situation ou bien l'emplacement de la langue dans ces trois termes, parole, communication et langage. La langue. La langue telle que la langue française, espagnole, etc. Oui, c'est ça. Je pense que c'est indépendant de ça. C'est-à-dire que le langage, toutes les langues et les longs, la parole, toutes les langues longs. Bon, la parole, c'est dans le langage, par exemple, des signes, ça va être les gestes. Donc, il y a toujours ces liens entre la partie sensorimotrice. Mais ces trois définitions sont applicables à toutes les langues. Je veux uniquement connaître la nuance qui existe entre langue et langage. Ah, d'accord. Oui. La langue, c'est quelque chose de spécifique à une culture, à une... alors, comment expliquer ça?
le langage va inclure les différents. Le langage est quelque chose de très global, très abstrait. Quand on dit utilisation des signes symboliques, utilisation d'un code, c'est cette code qui représente la langue. Chaque langue a des codes spécifiques, a des symboles qui lui sont spécifiques, mais le langage, c'est beaucoup plus global. C'est cette capacité qu'on va avoir à utiliser ces codes, ces symboles qui sont la langue. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, peut-être si je parle plutôt un peu de l'historique, c'est peut-être plus simple. Je ne sais pas si vous connaissez Chomsky, c'est un linguiste contemporain. Oui. Chomsky, il a une proposition qu'on peut ou pas être d'accord. Il propose qu'en fait, on ait tous une même capacité innée à traiter le langage, c'est-à-dire ça serait génétiquement codé. Et en fait, on aurait toute cette capacité et ça serait la culture qui nous permettrait en fait d'acquérir le langage, la langue spécifique, parce que en fait, le langage serait quelque chose de génétiquement codé qui nous permettrait de décortiquer et d'utiliser ces différents codes. Donc, on voit bien avec cette théorie la distinction entre langage et langue. Mais il faut voir le langage comme étant une compétence beaucoup plus abstraite qui va nous permettre de manipuler les codes, de manipuler les symboles et donc de construire une langue. Donc, en quelque sorte, la langue, elle est inclue dans le langage. Comment? En quelque sorte, selon ce que vous venez de dire, que la langue, elle est inclue dans le langage. La langue est inclue dans le langage. Exactement. Le langage est plus abstrait que la langue. Et c'est grâce à cette compétence des langages qu'on peut avoir une langue. Donc, je vais tout d'abord, pour vous, là c'était une sorte d'introduction qui a pris un peu plus de temps qu'est prévu, mais on va voir comment la perception, on va voir en fonction de ces stades, c'est-à-dire je vais essayer de vous raconter dans le développement, en lien avec l'âge des enfants, comment ça se développe de façon typique, voir comment la perception, c'est la première chose que l'enfant va faire pour le développement, donc ici, de ce que moi je vais appeler le développement du langage oral, typique du langage oral, parce que cet après-midi, vous allez avoir son atypicité. Donc, je ne m'attarderai pas avec le langage écrit. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas compétente pour ça. Donc, on va voir cette perception, comment ça se développe, la perception de la parole chez l'enfant. On va voir quels sont les indices que les enfants, même in utero, ils vont exploiter pour devenir experts dans le langage oral si précocement, comme je vous l'avais dit. On va voir comment il émerge la compréhension et la production du langage, quels sont les indices linguistiques et non linguistiques qui vont permettre à l'enfant de construire son lexique, son vocabulaire, que ce sont les premiers indices de l'utilisation du langage oral. On va voir quel rôle jouent les gestes dans le développement de la compréhension et la production du langage oral. On va voir comment se développent les connaissances grammaticales. Et on va voir par la suite le développement des compétences de communication, c'est-à-dire que par cette première partie, je vais développer ces trois aspects, d'accord? Ces trois systèmes que je vous ai dit tout à l'heure, celui de Blumelae avec ses usages, la forme et les contenus du langage. Et si on a le temps, je ne vais pas présenter, je pense, les liens entre fonction exécutive et le langage dans le développement parce que ça prendra trop de temps pour vous et vous allez voir, ça va être moins important pour vous. Mais si j'ai le temps, je vous parlerai un petit peu des bases neurales du développement du langage pour que vous voyez comment ceci, ça se représente et ça se modifie, se développe avec les âges.
Donc, pour vous dire, c'est pas pour faire la pub, je ne gagne rien avec cet livre. C'est un ouvrage qu'on a écrit plusieurs auteurs et dans lequel il y a un chapitre qui est ici cité, et sous lequel j'ai basé donc cette cour, c'est-à-dire cet chapitre vous permettra d'avoir le complément du cours. Je vous le mettrai en PDF également, je vous le partagerai avec les diapos. Comme ça, vous avez les deux, vous allez voir, c'est entièrement basé, sauf que dans le cours, dans le chapitre, vous allez avoir tout écrit. D'accord? Donc, si on commence sur la première partie, la première chose qui va faire l'enfant, c'est percevoir. Percevoir, imaginez-vous, vous n'avez aucune. Il faut que l'enfant, la première chose, c'est percevoir cette parole. On sait que même in utero, à la 20e, je ne sais pas comment on dit, aux 6 mois de grossesse, même in utero, l'enfant va être en mesure de percevoir la parole. Pourquoi? Parce que son cortex auditif est suffisamment développé à 6 mois de grossesse et ça va lui permettre d'écouter certains sons. C'est-à-dire qu'in utero, l'enfant ne va pas percevoir la même chose que nous, on perçoit dehors parce qu'il y a le liquide amniotique, etc., qui va faire des filtres. Imaginez-vous que vous êtes dans une énorme piscine et vous écoutez des bruits, c'est ça qui écoute l'enfant. On a pu mesurer tout ce que ça se passe in utero avec différentes mesures, c'est-à-dire par exemple avec la variation de la fréquence cardiaque, des mouvements corporels. On peut aussi mesurer les réactions de l'enfant à des réponses à différentes stimulations sonores. Et on a pu identifier qu'à 32 semaines de gestation, l'enfant était en mesure de distinguer la voix de sa mère. C'est-à-dire qu'il va avoir une préférence par rapport à la voix de la mère, par rapport à celle des pères. C'est-à-dire que par familiarisation, on voit que dès qu'il a 26 semaines de gestation, il écoute avec une sorte de vibration. Il écoute constamment cette voix de la mère. Et donc, l'enfant, il est, même à la naissance, il a une préférence par cette voix de la mère. C'est-à-dire, vous voyez qu'on dit souvent, il est calmé quand la maman il parle. Ben, et c'est normal parce que depuis 26 semaines de gestation, il écoute ses voix de façon constante. On a fait des études dans lesquelles on a entraîné le bébé in utero à écouter la voix du père de façon assez constante. On faisait parler les pères au bébé dans le ventre. Et on s'est aperçu que cette préférence pour la voix de la mère, elle disparaissait. C'est-à-dire que c'est un effet des fréquences que l'enfant était en mesure d'écouter, d'encoder en quelque sorte la parole de façon in utero. Donc là, qu'est-ce qu'il va écouter l'enfant in utero? Ce n'est pas la parole en tant que telle, encore une fois qu'on l'écoute, mais il va écouter des contours des paroles, des choses comme ça, parce qu'il y a le filtrage des liquides amniotiques qui va faire qu'il va entendre ce qu'on appelle le rythme de la parole. Et chaque personne, le rythme de la parole, les intonations, ils sont assez dépendantes des langues, d'accord, des langues qu'on utilise. Par exemple, le français, ça va vers là-bas, on va entendre alors que moi, en espagnol, c'est plutôt. Donc, il y a même à la naissance une préférence par rapport au type des langues parce que l'enfant il a été familiarisé avec le rythme de certaines langues, avec les accentuations de certaines langues. Donc, il y a dans ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire ce rythme de la parole, ce qu'on appelle l'enveloppe de la parole, il y a déjà des indices que l'enfant est en mesure de percevoir. Il y a aussi, par exemple, dans la prosodie, l'émotionnalité. Quand on est fâché, on a un certain ça fait un certain rythme, alors que quand on est content, souvent quand on parle aux enfants, on est content, bah, ça parle
la prosodie est différente. Donc, il y a beaucoup d'informations que même in utero, l'enfant, il est déjà en train d'encosser et qui va donc permettre une exploitation, il va permettre d'exploiter ces indices. Donc, à la naissance, déjà, dès qu'il naît, ce n'est pas un miracle. Une fois il naît, il préfère sa langue. Pourquoi? Parce que déjà, in utero, il traitait cette langue. Et donc, il préfère sa langue maternelle, la langue dans laquelle il a baigné pendant, surtout, là, pour une occurrence, c'est la langue maternelle, parce que c'est les vibrations, c'est le rythme de la parole de la mère qu'il a écouté in utero, ou des personnes qui parlent à l'enfant, qui l'écoutent. Donc, il y a à la naissance une préférence de la prosodie de la langue environnante par rapport à des langues qui sont rythmiquement très différentes. Et aussi, il semblerait que les enfants, c'est une étude qui a été faite en 2009 et que je ne sais pas s'il a été répliqué, c'est-à-dire qu'il y a d'autres études qui ont trouvé les mêmes choses, mais il semblerait, d'après cette étude, que même les pleurs des enfants, ils sont tentés d'une rythmicité de leur langue maternelle, c'est-à-dire que les enfants à la naissance ne pleureraient pas de la même façon en fonction de la rythmicité de la langue dans laquelle ont été de la langue maternelle. Donc, l'information de la prosodie, c'est-à-dire du rythme de la parole, serait un indice qui est indispensable pour permettre à l'enfant d'extraire les régularités de sa langue et d'accéder à des habiletés de segmentation de la parole. On va voir que c'est un des plus gros problèmes pour l'enfant à résoudre, c'est la parole est continue, c'est-à-dire on ne fait pas des pauses comme par exemple dans l'écrit, on met des points, on met les virgules, elle est continue. Et le premier travail de l'enfant, et c'est lui de segmenter la parole pour être en mesure d'extraire des mots, pour pouvoir apprendre les mots. Et il y a cette hypothèse dans la littérature qui est que la prosodie, cette première indice que l'enfant est mesure de percevoir même in utero, c'est quelque chose qui permettra à l'enfant petit à petit de segmenter la parole, et d'extraire en fait les régularités, parce qu'en fonction des rythmes, vous savez, on a la parole, mais le rythme de la parole, il va être aussi teinté, soit par les mots, soit par des groupes des mots, soit par des groupes nominaux, etc. Et ça lui permettrait donc de commencer à extraire des informations qui ont deux sens. Donc, d'entrer, en quelque sorte, dans le langage. Et donc, les permettrait de segmenter et d'extraire donc des indices un peu plus petits, donc ce qu'on appelle les indices phonétiques, c'est-à-dire d'aller dans les sons spécifiques. La prosodie, c'est quelque chose qu'on appelle suprasegmentaire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus gros, qu'on entend en sorte de c'est il nous permettra au fur et à mesure d'entrer à l'intérieur et que l'enfant puisse être en mesure d'enlever certains sons qui sont indispensables pour pouvoir commencer à décoder le langage et la parole de façon beaucoup plus fine. Donc, il y a aussi un autre indice que l'enfant va exploiter, c'est cette spécificité de la voix humaine. On sait qu'à la naissance, la voix humaine est pour l'enfant un stimuli saillant, c'est-à-dire il va attirer son attention. Encore une fois, dû à ce traitement de la parole humaine, même in utero, ça devient quelque chose que pour l'enfant est saillant. Il attire son attention. La voix, il va transmettre des informations linguistiques, mais aussi des informations extra-linguistiques, notamment l'émotion, qui est quelque chose de très important pour l'enfant. Donc, la voix humaine, il va transmettre donc pas uniquement une information avec un sens spécifique, mais va transmettre d'autres choses que l'enfant va être en mesure d'exploiter. Donc, notamment, on a 3 informations qui sont
traite après le traitement dit des bas niveaux, c'est-à-dire perceptifs, auditifs. Ce sont l'information du continu de la parole. Vous extrayez le sens de ce que j'ai dit. Vous pouvez extraire également un contenu affectif, mais aussi vous pouvez extraire une identité vocale, c'est-à-dire que vous êtes en mesure, même si vous ne voyez pas mon visage dans la caméra, vous serez en mesure de dire c'est une femme d'une quarantaine d'années, elle n'est pas francophone, et voilà, et voilà. Vous êtes en mesure, avec ma simple fait de ma parole, d'extraire des informations sur mon identité. Et là, on voit plutôt grave, etc., etc. On a vu dans une étude, je vous ai mis à chaque fois les liens, une étude, il a montré que l'adulte, il est tellement expert dans la voix humaine qu'un simple mot, un mot tel que bonjour, l'adulte, donc j'ai l'adulte, l'intention sociale d'une voix peut être jugée à partir d'un seul mot. C'est une étude dans laquelle les chercheurs ils sont présentés à des individus. Les individus, ils écoutaient le mot bonjour, d'accord, prononcé par différentes personnes, et ils ont observé que les êtres humains, on est capable à l'âge adulte, avec un seul simple mot, de faire un jugement social, c'est-à-dire cette personne est de confiance, cette personne n'est pas de confiance, cette personne est amicale, cette personne est vraiment pas sympathique, cette personne, etc. C'est-à-dire qu'avec le simple écoute d'un mot, on est en mesure de faire énormément de jugements sociaux. Donc, cette parole humaine est porteuse d'énormément d'informations qu'on va être en mesure de décoder à l'âge adulte. Mais l'enfant, il l'exploite énormément. Donc, cette voix humaine est tellement spéciale pour l'être humain qu'on a même des régions cérébrales qui sont devenues spécialisées pour le traitement de la parole humaine. C'est-à-dire que notre cerveau, avec le développement et l'évolution, s'est tuné en quelque sorte, s'est modifié pour avoir des cellules qui codent spécialement pour la parole humaine. Vous voyez ici, c'est peut-être pas très important, mais ici, on a fait écouter à des personnes qui ont des implants dans le cerveau pour des raisons médicales. Ici, ce sont des patients avec une épilepsie qu'on appelle pharmacorésistante et qui, pour explorer le cerveau, on met des électrodes pour des raisons cliniques, mais avec lesquelles moi je collabore et travaille avec eux pour des raisons plus fondamentales. Donc, on travaille pour explorer comment leur cerveau il fonctionne, quelles sont les régions du cerveau qu'il faut épargner dans une chirurgie, dans ces épilepsies pharmacorésistantes. Ce que vous voyez ici, c'est les résultats dans le cortex auditif de cet patient pour lesquels on a présenté beaucoup de stimuli auditifs, des sons des paroles, mais aussi des sons de l'environnement, etc. Et ce que vous voyez ici, très rouge, c'est l'activité de ces neurones. Donc ici, c'est le temps et ici, c'est les types de stimuli. Et ce que vous voyez ici très rouge, c'est l'activité de ces neurones dans le cortex auditif. Et ce qu'on voit, c'est que tous les stimuli qu'on a présentés, donc c'était du français à l'envers, du suomi, une autre langue, tous des sons des paroles, on a vu que les neurones dans cette région qu'on appelle l'aire temporelle de la voix humaine, ils sont dans une activité assez importante, c'est-à-dire qu'ils réagissent de façon sélective à la voix humaine. C'est-à-dire que chez l'adulte, on est devenu tellement spécialisé que même un petit groupe de neurones, ils font tout le boulot. D'accord? Ils détectent la parole humaine parmi d'autres choses, d'autres types d'informations. Ce qu'on a observé et ce qu'on s'est intéressé, c'est ce qui est important, c'est que cette spécificité de codage cérébral de la parole humaine, elle se développe très précocement, ce qui va permettre au langage de devenir s'ancrer aussi, parce que c'est l'un des stimuli qui devient très saillant, très important pour le bébé. Mais on sait que ce n'est pas uniquement chez l'être humain, parce qu'on observe la même chose chez les singes, chez les macaques. C'est-à-dire que
les primates, on aurait une sorte de codage spécifique. On deviendrait très spécialisé, nos neurones deviendraient très spécialisés pour le codage de ce qu'on appelle la vocalisation entre espèces. Donc ici, lorsque les singes ils écoutent un être humain parler, ben, il n'a pas ces neurones qui codent pour la parole, qui sont à peu près dans le même endroit. Ben, s'ils écoutent un humain parler, ces neurones ne font rien. Néanmoins, s'ils écoutent des vocalisations d'un singe de la même espèce, ben, il y a ces neurones qui vont s'activer et en réaction, il fera aussi des vocalisations, il communiquera ou autre. Et chez l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute un autre humain parler, ben, on aurait ces neurones qui sont spécialisés qui s'activeraient, tandis que si on écoute des vocalisations d'un singe, il n'y a rien que ça se passe. Donc, il y a aussi au niveau, donc vous avez l'axe évolutif, mais vous avez aussi l'axe développemental. Donc, et on a pu déterminer que vers 7 mois, l'enfant, il a des neurones qui deviennent spécialisés pour la parole humaine. Donc ça, c'est l'étude dans laquelle on a pu montrer qu'il y a cette sélectivité qui va commencer, que l'enfant il devient déjà à 7 mois expert dans la voix humaine, c'est-à-dire qu'il commence déjà son cerveau à traiter de façon complètement différente la parole humaine. Donc tellement différente qu'il va y avoir même des neurones qui répondent spécialement à ça. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'à 4 mois, il n'y avait pas au niveau cérébral. Donc ici, c'est sous une méthode qu'on appelle la NIRS. C'est une méthode qui est non invasive, c'est-à-dire qu'on va mettre des petites cathodes dans un bonnet et on est capable de mesurer en quelque sorte l'activité hémodynamique cérébrale. Et l'avantage, c'est que c'est une méthode qui est non invasive pour l'enfant et qui peut bouger la tête et du coup pas très lourde pour lui. Et ils ont présenté de la parole humaine, soit pas de la parole humaine, d'autres types de sons, autres types de sons. Et en fait, à 4 mois, on n'observe pas vraiment des spécificités. On observe qu'il y a de l'activité, bien entendu, parce qu'il y a des choses qui ça se passe, mais pas spécialement pour la parole humaine. Tandis qu'à 7 mois, on observe dans des régions qui sont homologues à celles qu'on a vues chez l'adulte, ici, qui commencent à être sélectivement impliqués pour la parole humaine. C'est-à-dire que des neurones ils vont commencer à être sélectifs à la parole humaine. Et ce qu'ils sont observés, donc ça veut dire que on a une perception de la parole. Là, l'enfant, il perçoit, hein, il y a de l'activité dans son cerveau, il perçoit quand les gens ils les parlent, etc. Mais son cerveau devient expert à 7 mois très rapidement pour la parole humaine. Ce qui peut dire qu'il peut dégager des ressources aussi, parce que s'il y a un traitement très spécialisé, il peut dégager des ressources pour le traitement des autres types d'informations. Et ce qu'il a été observé, donc, c'est que très précocement, entre 4 et 7 mois, quelque chose ça se passe dans lequel la parole humaine devient spécialisée chez l'enfant, et notamment ce qu'ils sont observés, c'est qu'à 7 mois, lorsque la parole devient spécialisée, il y a aussi une sorte de différenciation entre les différents types de paroles. Si elles sont des paroles plutôt exprimant une intonation plutôt content ou pas content ou neutre. Et on a observé que dès 7 mois, qu'à 7 mois, l'enfant il fait la différence entre ces différents types d'émotionnalité et cette différence au niveau aussi du codage cérébral. Et ce qui a été, voilà, dès 7 mois, des réponses spécifiques pour la prosodie émotionnelle, qu'elle soit heureux et en colère, mais pas pour la prosodie neutre. Ceci va aussi dans le sens, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle le mamané, c'est-à-dire le langage adressé à l'enfant. Souvent, on va parler aux petits-enfants avec une intonation beaucoup plus accentuée. Qui pourrait avoir une fonctionnalité aussi d'aide au décodage de la parole, etc. On ne sait pas vraiment quelle est sa fonction, mais on sait qu'elle est toujours portée avec une émotion. Et en fait, il se pourrait
il y a des personnes, des auteurs qui proposent que le fait d'utiliser ce langage adressé à la parole, vous savez, c'est lui qui en fait « Coucou, comment ça va ?» Bon, voilà, je fais très bien le langage adressé à la parole, à l'enfant. Mais ce type de langage permettrait à l'enfant peut-être de décoder un peu plus aisément la parole. On a vu également, ici c'est une étude chez l'adulte, mais on a vu en fait que le codage ici de la parole humaine au niveau cérébral pouvait être déficitaire dans certaines personnes avec un développement atypique, et notamment ici avec des personnes TSA. Je vais passer plus vite parce que dans le chapitre que je vais vous donner, il y a tout un écart. Et vu qu'on a pris beaucoup de retard, je vous laisserai explorer l'encart dans le chapitre que je vous envoie. Donc, le développement, donc la perception de la parole, il va également, comme je vous ai dit, c'est une des difficultés les plus importantes, ça va être ça, c'est être mesure de découper la parole qui est continue. Et l'enfant, donc on a vu que tout à l'heure, qui va se baser sur des indices prosodiques qui a commencé à traiter in utero, qui va être en mesure de traiter la parole avec une sorte complètement différemment des autres types de sons, et que le codage de la parole va devenir spécial dans son cerveau, il va devenir spécial, va tirer aussi l'attention comportementalement, et il va commencer à déceler des indices phonétiques. Donc, ça va être indispensable, ces indices phonétiques, pour identifier et isoler une entrée sonore, donc une suite des phonèmes dans le flux continu des paroles. Donc, c'est le premier grand problème à résoudre par l'enfant. On sait que l'enfant, jusqu'à peu près 6 ou 8 mois, il est capable de déceler tous les sons de toutes les langues. Il y a une auteure qui s'appelle Patricia Kuhl qui a dédié sa carrière à ça, sa vie à ça, et il a montré que jusqu'à peu près 8 mois, les enfants, c'est ce qu'elle appelle, ce sont des citoyens du monde, ils sont en mesure de distinguer tous les sons de toutes les paroles, de toutes les langues, pardon. Cependant, vers 10-12 mois, quelque chose se passe. L'enfant il devient spécialisé pour les sons de la langue, de sa propre langue maternelle. Vous voyez ici, ce sont en rouge des Américains du Nord et en jaune et en bleu, pardon, des enfants japonais. Il fait présenter aux enfants des sons ra et la. Et on fait des messieurs ce qu'on appelle des mismatch négativité, c'est-à-dire qu'on va présenter ra, 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 la, ra, 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 la. Et on va évaluer est-ce que l'enfant il est en mesure de distinguer le ra des la. Pendant qu'ils sont entre 6 et 8 mois, que ce soit des Américains ou des Japonais, ils sont en mesure ils sont pas en mesure de distinguer le ra des la. Pour eux, ra, la, ça va. Tandis que quand il devient plus grand, étant donné qu'un japonais, d'accord, le ra, pardon, ils sont en mesure de distinguer le ra des la, d'accord, ici, à 6 et 8 mois, ils sont en mesure de distinguer ra et la. Les japonais, le son ra et la n'existe pas différemment, ils sont un son intermédiaire qui serait la, un truc comme ça, je ne parle pas japonais. Tandis qu'en anglais, ra et la, c'est significativement différent. Vous avez des mots avec, par exemple, c'est comme moi dans ma langue maternelle, rama et lama. C'est différent, ce sont deux sons différents, au rama et lama. Et ça devient quelque chose de fonctionnellement différent. Ce sont des sons différents. Et ce qu'ils sont observés, c'est qu'à 10 à 6 mois, les enfants japonais perdent la capacité de distinguer le ra des la, tandis que les enfants nord-américains qui parlent anglais, ils continuent à être mesures et deviennent encore meilleurs dans la distinction des ra et la, parce qu'il est devenu fonctionnel dans sa langue maternelle. Donc, entre 8 et 10 mois, quelque chose ça se passe. Certains auteurs ils appellent ça la période sensible ou période critique. Quelque chose ça se passe dans lequel l'enfant il va devenir expert des sons des paroles de sa langue maternelle. Et beaucoup d'auteurs ils proposent que ceci est en fait en lien avec le fait que l'enfant il est exposé
à un environnement de sa langue maternelle et donc ils perdent la capacité. On va voir par la suite qu'il n'y a pas que ça, mais dans tous les cas, à cet âge-là, quelque chose ça se passe, que l'enfant il devient expert dans sa langue maternelle. Cette expertise dans la langue maternelle, on a vu que dès 7 mois et demi, on va, ici, c'est encore cet outil que je vous ai dit pour l'évaluation de l'activité cérébrale. On a fait à 7 mois et demi la même tâche, ra, 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 la, ra, 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 la. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants qui sont meilleurs dans la détection des sons des paroles natifs, d'accord? 7 mois et demi, c'est l'âge charnière, là où ils vont devenir spécialisés. Ils étaient meilleurs dans l'acquisition de vocabulaire, c'est-à-dire qu'être meilleur dans la perception de sa langue maternelle va permettre et va prédire des meilleures compétences du langage chez l'enfant à 18 et 30 mois. Tandis que, donc ici, c'est mesuré avec le vocabulaire, tandis qu'une meilleure détection des sons de notre langue prédisait des moins bonnes habiletés dans le langage, dans le vocabulaire de l'enfant. C'est-à-dire que cette capacité d'être en mesure de percevoir des sons, des paroles de ma langue maternelle va me permettre par la suite d'acquérir des meilleurs vocabulaires. D'accord? Attention, ceci ne veut pas dire que il faut faire attention dans les contextes. Ici, ce sont des contextes monolangues, c'est-à-dire qu'ici, ce sont des enfants dans lesquels, dans la maison, ils ne parlent qu'une seule langue. Je n'ai pas en tête des études en bilinguisme, mais on sait désormais que les enfants qui naissent dans des contextes bilingues ne sont pas des déficits d'acquisition du langage, ni des retards d'acquisition de vocabulaire parce qu'ils sont en mesure de faire les deux, d'accord, en même moment. Donc ici, c'est un contexte bilingue, mais c'est-à-dire que dans un contexte monolingue, mais dans un développement bilingue parallèle, ça ferait exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il sera en mesure, plus il détecterait l'enfant les différentes sons de ces différentes langues environnantes, il y aurait des meilleures performances de langage. Je vais passer peut-être ici, c'est encore des études que j'ai fait en parallèle avec les troubles de l'espectre autistique dans lesquels, je passerai très vite, mais dans lesquels on observe que les enfants avec un développement, avec une prédiction forte de développement des TSA ont cette mesure qu'on appelle la mismatch négativité, c'est celle qu'on fait avec ra, 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 la, ra, 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 la. Ils ne font pas la différence, voire même ils sont une inversion de cette différence. Ici, en orange, c'est la détection du son de l'autre langue, alors que les enfants TSA ne semblent pas avoir de différence, soit une inversion. D'accord? Sur ça. Donc, ce qui pourrait aussi aller dans le sens d'un traitement des sons de la langue qui est différente dans cette population. Et dans cette étude, je ne vais pas vous présenter la deuxième partie, mais dans cette étude, ils ont aussi fait le lien par rapport à cette spécificité qui est la voix humaine. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un déficit d'un traitement de la voix humaine comme étant quelque chose de spécifique dans les TSA. Et donc, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que chez ces enfants, les enfants qui sont attirés par la parole humaine, et notamment ici par la parole de la mère, sembleraient avoir un pattern des traitements de la parole et des sons de la parole qui est semblable à celui des enfants à développement typique. Mais vous avez ces infos bien détaillées dans le chapitre. Donc, pour faire le point, la préférence pour la parole humaine et la prosodie semble être une porte d'entrée à la spécialisation des répertoires phonémiques de l'enfant. Par in utero, on a traité la prosodie. Cette prosodie nous permettra de venir découper la parole, de venir extraire des sons plus fins à l'intérieur de la parole qui est continue. Et ceci aussi grâce à quelque chose au niveau aussi de notre espèce, qui serait ce codage spécifique pour la parole humaine ou entre espèces. Au début, les bébés sont capables donc de percevoir tous les sons, indépendamment de la langue. Et très précocement, ils deviennent spécialisés des sons de leur langue maternelle vers 10 mois,
avec une discrimination de l'espace vocalique qui serait en place vers 10 mois et plus tardivement pour le répertoire consonantique entre 11 et 13 mois. Donc, cet espace phonétique initial va se transformer, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une sorte de transformation, il y a une réduction des interférences perceptives, c'est-à-dire qu'à 10 mois, l'enfant il devient spécialisé, il réduit les interférences. Avant, il pouvait percevoir tous les sons de toutes les langues. Maintenant, il a réduit, il a transformé son espace phonémique et donc il aura moins des interférences. Il lui permettra également d'avoir une sorte de stabilité aussi. Le son A sera le son A, même s'il est prononcé en aigu, en grave par un homme, par une femme, par un accent, etc. Ça lui permettra d'être plus stable dans son décodage des sons des paroles. Cette capacité perceptive précoce semble prédire les capacités langagières plus tardives, comme je vous ai dit. Quand on les mesure à 7 ou 8 mois, on peut prédire l'acquisition de vocabulaire entre 18 et 30 mois. Les auteurs proposent ainsi que l'exposition répétée à la langue maternelle permettrait aux enfants de discriminer les différentes séquences phonétiques et en fonction de leur fréquence d'apparition. C'est-à-dire aussi que l'enfant il va être en mesure par la fréquence d'apparition de certains sons. On sait par exemple en français les sons wada, ce n'est pas un son fréquent, c'est-à-dire que l'enfant va être en mesure de faire un apprentissage statistique, c'est-à-dire il va être en mesure de calculer de façon assez innée ces fréquences des sons. Donc, il saura très précocement que certains sons ne vont pas ensemble et que certains sons, ils apparaissent très fréquemment ensemble. Et ça va ces différentes compétences perceptives et statistiques, ils vont les permettre à l'enfant de rentrer très rapidement dans les mots, dans le langage. Et le décodage de la parole. Et bien entendu, il y a un rôle qui est majeur des interactions sociales. Par rapport à cette fonction des communications, l'enfant il est avide des communications très précocement, même avant d'utiliser le langage en tant que tel. Et on sait que ces interactions sociales sont indispensables pour l'acquisition du langage. C'est cette étude qui nous montre que l'interaction sociale est indispensable dans l'apprentissage. C'est une étude dans laquelle vous souvenez de cette image, je vous les ai présentées tout à l'heure. C'est avec, encore une fois, l'étude des ra-ra-ra-la. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à des enfants à cet âge-là, dans cette période critique où il y a le remaniement de l'espace phonémique, d'apprendre une nouvelle langue. Ici, ce sont des enfants nord-américains qui apprennent le mandarin. Et en fait, ils ont fait soit des enfants, ils viennent un certain nombre, 12 sessions, ce sont 12 sessions avec une étudiante chinoise qui raconte des histoires en mandarin. Soit les enfants, ils voyaient la vidéo de cette étudiante qui lisait l'histoire dans une télé, soit ils écoutaient l'étudiante qui parlait en mandarin et racontait l'histoire, mais il n'y avait pas d'interaction. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que uniquement les enfants nord-américains qui écoutaient directement en interaction sociale l'histoire en mandarin ne perdent pas la capacité de distinguer des sons qui existent en mandarin mais qui n'existent pas en nord-américain. C'est-à-dire qu'on a permis à ces enfants, qui normalement à cette période-là, ils perdent les compétences des perceptions d'autres langues, de continuer à les percevoir. Et ceci uniquement lorsqu'il y a un contact social. Donc uniquement les enfants en condition d'apprentissage avec une interaction sociale parviennent à préserver la discrimination des sons des langues non natives. D'accord? Et ceci, c'est bien parce que ça fait un peu appel à, vous savez, ils nous vendent des méthodes d'apprentissage des langues pour les enfants, où on met nos enfants devant la télé dans une émission dans une autre langue. Et en fait, ceci montre que c'est très peu, qu'il n'a pas trop d'effet.
parce que ce que c'est important, c'est cette interaction sociale. Mais qu'est-ce qu'il y a important dans cette interaction sociale? Eh bien, ce sont des auteurs, ils se sont posé cette question et ils sont dit, parce qu'il y avait toute cette histoire avec l'interaction sociale, est-ce qu'il est nécessaire d'être là? Et en fait, ils ont fait des vidéoconférences, une Skype, et ils ont pu évaluer certaines informations. Je vais passer un peu plus vite, je ne vais pas spécifier les graphiques ni rien, mais ce qui montre cette étude, c'est que l'important, ce n'est pas être là avec l'enfant, etc., mais c'est l'interaction, c'est-à-dire le contact. Il y a des informations les plus importantes dans le contact, dans la communication, c'est le regard. L'enfant, si on lui parle, on regarde, et c'est aussi cette tour de rôle, cette possibilité qu'on va donner d'être actif à l'enfant qui va être important pour le développement du langage, pour l'acquisition donc du langage. Ici, ce qu'ils ont fait, les auteurs sont évaluer l'orientation du regard des enfants et des regards de locuteurs. Et ce qu'on a vu, c'est que l'enfant, il extrait l'information du regard de l'enfant comme un indice pertinent pour communiquer. On va voir après, c'est par exemple l'enfant, des fois quand il ne comprend pas un mot, il va regarder où il regarde la personne pour comprendre quel est le mot qu'il a dit la personne. Par exemple, si on dit « amène-moi la poupée », l'enfant, s'il n'a pas le mot poupée complètement représenté, il va attendre qu'on fasse une désambiguïsation par le regard, qu'on lui montre qu'est-ce qu'on demande à l'enfant. Donc, cette étude, ce qui montre, c'est que l'interaction directe avec autrui favorise l'apprentissage du langage et le regard de l'interlocuteur semble être un indice important en lien avec le développement de ce qu'on appelle l'attention conjointe. Cette attention conjointe, c'est vraiment un indice qui se développe précocement chez l'enfant et c'est la capacité qui va développer l'enfant et qui est indispensable pour la communication, dans laquelle l'enfant il va suivre le regard d'autrui et après il va être en mesure aussi d'induire un comportement chez l'adulte, c'est-à-dire il va regarder quelque part pour attirer l'attention de l'enfant. Tout à l'heure, je vous disais, l'enfant, il a une attirance particulière par la parole humaine, mais il a aussi une attirance particulière dès sa naissance par les yeux. L'enfant, il va toujours préférer quelqu'un qui les regarde à quelqu'un qui regarde des côtés. Par exemple, dans une simple expérience dans laquelle on va déterminer quel est le visage que les enfants, les bébés, ils préfèrent, dès la naissance, dès 3 mois, ils vont préférer les photos dans lesquelles la personne y regarde directement, d'accord, que les yeux ils sont en train de les regarder par rapport à des photos dans lesquelles les yeux ne regardent pas l'enfant. Et on sait qu'entre 19 et 20 mois, les enfants vont avoir déjà cette idée, ils vont comprendre en quelque sorte que le regard peut être un référentiel et qui peut aider à découvrir la signification de mots. Comme je vous disais tout à l'heure, amène-moi, je ne pointe pas, c'est mes yeux qui vont pointer, c'est mes yeux qui vont dire je suis content, je ne suis pas content. Donc, il y a cet regard, cette attention conjointe qui est indispensable pour aussi, qui va aider le développement du langage. Là, c'est pour vous expliquer en fait cette attention conjointe. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à prendre donc en considération les informations sur sa propre attention visuelle en parallèle avec les informations sur l'attention visuelle des autres personnes. C'est-à-dire, on partage l'attention ensemble. Ici, vous avez quelqu'un qui est l'expérimentateur qui regarde quelque chose et l'enfant il est en train de répondre à cette attention conjointe. Si l'enfant ne serait pas en mesure de regarder ce que cette personne regarde, il aura plus de mal à inférer ou à capter ce que la personne est en train de dire ou expliquer.
Et après, il y a aussi ce qu'on appelle l'initiative d'attention conjointe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant il va être en mesure d'attirer l'attention de l'adulte pour lui montrer quelque chose avec les traits de l'attention parce qu'il est intéressé par quelque chose dans lequel il a besoin de communiquer, il a besoin d'avoir quelque chose. Donc, l'attention conjointe, elle est indispensable pour l'apprentissage et c'est le côté, c'est les prémices donc de cette cognition sociale qui est indispensable pour le développement de la pragmatique et de l'intérêt des communications chez l'enfant. Je peux, il est quelle heure? Ouh là là, je peux passer sur ces choses-là. Donc, je vous ai mis ici, en fait, c'est un modèle dans lequel on voit quelles sont les différentes choses, différentes compétences ou habilités qui vont être indispensables pour le développement de l'attention conjointe, que l'attention conjointe va permettre à l'enfant d'apprendre à quelque chose et cette capacité va s'être informée par la suite à apprendre des, c'est-à-dire à l'imitation, à la simulation des comportements de l'adulte. Ils vont développer par la suite ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire cette capacité qu'on a d'inférer les besoins d'autrui qui va nous permettre aussi de communiquer dans une bonne escient avec autrui, à inférer des choses qui ne sont pas visibles. On est capable, par exemple, vous savez, le langage, il porte beaucoup plus des non-dits ce qui est dit, c'est-à-dire beaucoup de choses cachées. On doit tout le temps être mesure de lire dans les lignes, je crois que dit, de 12e degré. Et si on n'a pas cette compétence de déterrer l'esprit, on serait on serait en difficulté sur la compréhension de certains aspects des métaphores, tout ce qui est l'ironie et tout ce qui est caché par le langage. Et c'est des compétences qui sont donc partagées avec la théorie de l'esprit. Pour conclure sur cette partie, notamment sur la perception du langage, je vous ai dit donc que les auteurs, avec ces différentes études des développements de la perception du langage, avec quelque chose qui ça se passe ici entre 8 et 10 mois, qui est en transformation de l'espace phonémique, qu'on appelle donc la période critique, les auteurs ils expliquent cela par le bain dans le langage, c'est-à-dire on a un environnement linguistique et ces bains linguistiques il ferait qu'on devient spécialisé du langage. Mais des auteurs, ils sont un peu, pour tenter ceci et pour donner, ils ont proposé une étude dans laquelle on donne un peu moins de poids à l'environnement et un peu plus de poids à la génétique et à la maturation cérébrale. Et pour ce faire, ils ont étudié des jumeaux. Pardon, pas des jumeaux, des prématurés, des enfants prématurés. Et en fait, ils ont pris des enfants qui sont soit nés à terme, soit des enfants qui sont des enfants prématurés, soit des enfants nés à terme, F pour full à terme, et soit P pour préterme. Et ils ont fait exactement la même tâche que tout à l'heure, ra, 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 la, ra, ra, la, la. Donc ici, ce sont des enfants hispanophones. Et ils sont présentés donc la langue native, la langue non native. En fait, l'hypothèse, c'est si l'environnement est ce qui va nous permettre de développer notre spécialisation du langage, alors les enfants qui sont nés prématurés, ici sont 3 mois d'avance par rapport aux enfants nés à terme, alors ça veut dire qu'ils ont eu 3 mois de plus d'exposition au langage. Et donc, cette spécialisation qu'on voit ici, on va la voir de façon prématurée, c'est-à-dire ils vont perdre la capacité de détecter toutes les langues plus précocement que les enfants nés à terme parce qu'ils sont baignés sur la langue 3 mois de plus. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça ce qu'ils observent. Ils observent que les enfants ont le même pattern indépendamment de l'âge, de la quantité de temps qu'ils ont baigné dans le langage. Et ce qu'ils vont proposer, donc, c'est que cette spécialisation pour la langue maternelle n'est pas uniquement dépendante donc du bain
linguistique, mais il va être dépendant également de la maturation cérébrale. On a besoin quelque chose, ça se passe entre 8 et 10 mois, entre 8, 11, 12 mois, dans lesquels il y a une sorte de maturation, il y a quelque chose qui ça se passe au niveau cérébral qui va faire également avec qui va se soumettre, qui va interagir avec le facteur de l'environnement et donc qui va faire... il va permettre donc qu'on devienne spécialisé dans notre langue maternelle. Donc, en somme, le développement des capacités perceptives et phonétiques par rapport à cette première partie, donc au développement perceptif et phonétique, pour identifier et isoler une entrée sonore, une suite de phonèmes dans le flux continu de la parole, le nourrisson exploite plusieurs indices linguistiques et non linguistiques, on a vu. Ceci va lui permettre de construire son répertoire phonétique et phonologique de sa langue maternelle. Ceci va dépendre non seulement des stimulations cognitives et perceptives, mais aussi des interactions sociales et de la maturation cérébrale. Encore une fois, c'est un schéma que je vous ai fait avec les 3 facteurs qui vont toujours interagir pour permettre le développement du langage. Donc, pour que l'enfant soit mesure de faire des représentations lexicales, c'est-à-dire d'avoir des représentations, d'acquérir les mots, l'enfant, il va non seulement, il a en principe résolu le premier problème qui était celui d'identifier et d'isoler les sons dans un flux continu des paroles, mais maintenant, il va devoir construire et encoder des représentations mentales auxquelles le mot fait référence, en lien avec les concepts, c'est-à-dire être en mesure de, s'il voit un chien, dire que ça s'appelle chien et qu'en fait, les chiens sont 4 pattes, ils font wouf wouf et il y a des différentes sortes, etc. C'est-à-dire faire des catégories, faire des représentations qui vont devenir de plus en plus abstraites. Et pour pouvoir aussi encoder ces mots, il va devoir être en mesure de faire ce qu'on appelle le mapping, de faire un lien entre le son et la chose, en fait, le concept, faire le lien entre que le son chien est en lien avec cette représentation des animaux poilus avec 4 pattes qui font waf waf, qui peuvent être grands, petits, etc., et qui marchent en laisse dans la ville, ben ça, ces liens-là, est aussi quelque chose que l'enfant il va devoir résoudre. Je suis très, très embêtée parce que je suis un tiers de mon cours et on est à 12h moins 5. Et je suis embêtée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux aller jusqu'à démontrer quels sont ces indices tout petits et très que l'enfant il exploite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La deuxième partie, c'est comment l'enfant, maintenant, il va faire pour faire émerger dans son... comment il va faire pour avoir des concepts, quels sont et comment il va acquérir en fait son vocabulaire et comment il va faire pour, à travers le vocabulaire, quels sont les différents indices qui vont, l'enfant il va exploiter pour extraire le vocabulaire. Il y a différentes, ce qu'on appelle les biais. Donc, je vous ai explicité ces différents biais qui permettent que l'enfant, il déduit à chaque fois que ce qu'on est en train de lui dire, c'est ça et pas une autre chose. Quels sont les biais que l'enfant il va utiliser pour apprendre donc les mots, pour apprendre que ce que je suis en train de lui dire, c'est ceci et pas cela. Donc, tout cela, il a expliqué dans les diapos et dans le chapitre. Je vais vous expliquer aussi le lien entre le geste et le développement de la parole, l'importance des gestes. Et on voit, et aussi je vais vous expliquer ces liens entre le geste et la communication, mais aussi le geste et l'acquisition du langage, et comment on voit dans le développement des liens très étroits entre le geste et le langage. On sait par exemple, on voit que quelques semaines avant, l'enfant il pointe par exemple un objet et par la suite, le mot qu'il a pointé, il va venir. Ou par exemple, on sait que les stades à la production des 2 mots, il est précédé par le pointage et la verbalisation d'un mot. Par exemple, l'enfant qui pointe un mot
et qui dit, par exemple, il pointe un gâteau. Et en fait, on va voir qu'un certain temps après, il y a par exemple veut gâteau pour dire je veux de gâteau va apparaître. Donc, il y a des liens très étroits entre les gestes et l'apparition des mots. Dans le cours, je voulais aussi vous faire la distinction entre la compréhension et la production du langage, faire vraiment le poids sur le fait que l'enfant, il va bien entendu être en mesure de comprendre beaucoup plus précocement ce qui est en mesure de produire, bien que l'enfant il produise ses premiers mots vers 12 mois. Bah, par contre, il est en mesure de comprendre beaucoup plus en amont. Dès 3 mois, l'enfant il répond à son prénom. On appelle un enfant par son prénom, et bah, il va se retourner. Donc la compréhension est quelque chose qui est développé en amont dès la production, et surtout, ceci, il continuera toute notre vie. On est en mesure, toute notre vie, de comprendre beaucoup plus des mots que ce qu'on est en mesure de produire. Et ceci est aussi, à partir d'un certain âge, cette évolution de la compréhension est en quelque sorte appuyée dans l'âge adulte par la lecture. Plus on lit, plus on va acquérir de vocabulaire, mais il est évident qu'on l'utilise moins, on utilise un nombre restreint de mots. Et ceci va être important parce qu'un enfant qui n'accède pas à la lecture ou à l'écriture va être par la suite aussi détrimenté dans le vocabulaire qu'il va pouvoir, à l'âge adulte, avoir, parce que c'est un écart qui va continuer. Ceux qui lisent beaucoup, ils vont acquérir beaucoup de vocabulaire, et parce qu'à un moment donné, on acquiert le langage, le vocabulaire que par la lecture, parce qu'on utilise tous à l'oral très peu de mots. Donc, je vous parlais aussi des contraintes de la production du langage, des contraintes physiques, musculaires, etc., qu'il a l'enfant qui doit développer toute la motricité fine, et que la production, il a besoin ou aussi quelque chose qui peut expliquer la production tardive, et aussi des différents types d'erreurs que l'enfant va faire dans la production, parce qu'il faut développer tous les muscles, etc. Et donc, ça va faire que l'enfant... ça va faire que l'enfant, il va avoir jusqu'à peu près 5 ans aussi beaucoup d'erreurs d'articulation, parce qu'il faut quand même commander tous ces muscles qui sont impliqués dans la production. Et par la suite, je vous expliquais, je voulais vous exprimer comment la grammaire et la syntaxe, qui sont des compétences beaucoup plus tardives, elles se développent, et comment ils vont permettre une liberté chez l'enfant par rapport à l'utilisation du langage. En fait, cette capacité qu'a l'être humain de combiner les mots entre eux, et de combiner des phrases dans des phrases, etc., ça permet une immense possibilité, parce que c'est un énorme pouvoir qu'on a d'utiliser très peu de mots pour exprimer énormément de choses. Et c'est à ces moments-là où il y a une sorte d'abstraction aussi qui va devenir possible chez l'enfant dans l'utilisation du langage. Donc, tout le temps, le langage il va se développer, il va être très, très terre à terre, c'est-à-dire au départ, l'enfant il va utiliser le mot chien pour le chien de sa grand-mère, mais plus l'enfant il grandit, plus le langage devient abstrait, plus les conceptions ils vont devenir abstraites, et l'enfant il va finir par utiliser le mot chien comme nous on l'utilise à l'âge adulte, c'est-à-dire cet animal à 4 pattes, mammifère, qui fait waf waf. Et ils sont tous des chiens, malgré qu'ils sont tous de différentes couleurs, différentes races, différentes tailles. Et finalement, je voulais vous parler de tout ce qui est les compétences des communications, et notamment la pragmatique de la parole, qui sont des compétences qui se développent beaucoup plus tardivement. Tout ce qui est l'ironie ou la métaphore, ça se développe vraiment beaucoup plus tardivement. On va considérer par exemple que les aspects syntaxiques ils sont assez bien fonctionnels à l'âge de 7 ans. À ce moment-là aussi, les aspects pragmatiques, métaphoriques,
métaphoriques, ironiques, qui vont commencer à être efficaces, mais pas complètement fonctionnelles, sont en lien avec ce qu'on appelle la cognition sociale, la théorie de l'esprit, qui, quant à elle, serait à peu près en marche entre 4 et 5 ans. Donc, étant donné que toute cette compréhension pragmatique se développe et s'assoit sous la cognition sociale, on voit bien ce lien de développement. Et finalement, ce que je voulais vous montrer, c'était tout ce qui est les bases cérébrales du développement du langage, et notamment pour vous montrer que chez l'enfant, le langage beaucoup plus distribué, on va dire, au niveau cérébral. Vous voyez ici le développement avec les âges. Et en fait, plus on grandit, plus le langage va devenir un système qui est autonome, et ceci même au niveau cérébral, réduisant ainsi les possibilités des plasticités cérébrales. Ici, le point, c'était sur ça, c'est pendant que le cerveau est en développement, il a une grande aussi capacité de plasticité, et donc ça va bien dans le sens d'une prise en charge ou rémédiation à beaucoup plus des substrats à avoir des faits qu'à l'âge adulte, bien que les méthodes de rééducation ou autres peuvent en profiter à l'âge adulte, mais quand on est un enfant, on a un cerveau qui est en développement, des capacités cognitives qui sont entremêlées, et donc une capacité de plasticité beaucoup plus importante. Donc, je vous avais mis ici, vous allez les trouver. Ce sont quelque chose qui est très terre à terre. Ce sont les indices de développement du langage, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire petits indices qui peuvent vous permettre de repérer des difficultés ou des besoins spécifiques dans le développement du langage de l'enfant, avec des repères temporels. Quelles sont les différentes petites choses qui peuvent nous dire « Ah, peut-être il va aller falloir regarder ici, chez cet enfant par exemple, entre 1 et 2 ans, l'enfant ne présente pas des babillages, ne fait pas des tentatives pour communiquer, on ne réagit pas au son des paroles. Là, on peut commencer à s'interroger. » Donc, ces différentes petites marqueurs ici, sont des drapeaux rouges qui pourront vous faire tilt à l'oreille pour vous inquiéter ou pour aller consulter si ces différentes choses se manifestent.